À présent, l'un des grands temps forts de ces assises de la formation, la conférence Décentralisation Acte 3 et réforme de la formation, quels intérêts pour les territoires. Elle sera animée par Hubert Patingre, secrétaire général du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Alors je vous le disais au début que deux réformes devraient sensiblement modifier les règles, et bien on y est. L'acte 3 de la décentralisation et la réforme de la formation. Alors on est encore, et Hubert Patingre le rappellera, on est encore au stade des discussions, mais ces deux textes, s'ils sont appliqués, devraient permettre aux régions et donc à la Martinique d'avoir les coups des franches pour décider de sa politique de formation. Je laisse tout de suite la place à Hubert Patingre. Après, pendant une vingtaine de minutes, vous pourrez vous exprimer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis ravi d'être parmi vous et je voulais remercier le Conseil régional de la Martinique et bien sûr ces deux vice-présidents qui sont intervenus tout à l'heure et en particulier Daniel Robin puisqu'il est membre du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et que par ailleurs, dans mon propos sera un peu en écho avec son intervention, et notamment la fin de son intervention, puisqu'il y aura un parallélisme de forme peut-être, entre ce qui se passe effectivement au niveau régional et ce qui va se passer au niveau national. Alors je voulais d'abord quand même préalablement dire que je ne vais pas parler, évidemment, au nom de l'État. Je représente un conseil qui est un conseil avec 3 collèges. Même si, effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler, pour ma part, pour la délégation à l'emploi, la DGFP, sur les questions de mutation industrielle. Je ne vais pas parler, évidemment, au niveau des régions, même si aussi j'ai eu l'occasion de travailler pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant que directeur adjoint de la formation, de l'apprentissage et de l'enseignement supérieur, et tout dernièrement pour la région Île-de-France, puisque j'étais directeur de l'apprentissage et puis membre du cabinet du président, en charge de la formation, de l'apprentissage de l'emploi, mais aussi des lycées. C'est vrai que c'est un gros secteur en Île-de-France, 470 lycées, mais c'est pas tant sur le côté quantitatif, c'est plutôt sur le côté qualitatif, et c'est vrai que j'ai un peu une sensibilité pour qu'il y ait un lien qui soit fait, par exemple, entre les deux types de formation initiale, la formation initiale sous statut d'apprenti, qui est de la responsabilité de la région, et la formation initiale sous statut scolaire, qui est en partie aussi sous la responsabilité des régions. Donc je m'exprimerai en tant que secrétaire général, donc avec une vision. Alors je vous propose de faire plutôt un tour d'horizon, une vision un peu d'ensemble, un tour d'horizon, j'allais dire brosser un peu le paysage. Si on peut poursuivre la métaphore plutôt du domaine visuel, on peut dire qu'on a en toile de fond les deux projets de loi, le projet de loi décentralisation et le projet de loi de réforme sur la formation professionnelle, et que je vais essayer de travailler un peu par petites touches. On a la toile de fond par petites touches, un peu à la manière des tableaux impressionnistes. Donc une vision, un tour d'horizon, une vision d'ensemble. Et je vous propose, je vais donc articuler mon propos en 3 parties. D'abord, les missions de mon conseil, du Conseil national de la formation tout au long de la vie, qui font effectivement écho à ce qui va se passer au plan régional. Alors, soit par la loi de la formation professionnelle, la réforme de la formation professionnelle, soit par la loi de décentralisation, le volet 2 de la loi de décentralisation. Deuxième partie, plutôt les enjeux maintenant pour chacun des acteurs, donc pour l'État, pour les régions et pour les partenaires sociaux. Troisième partie, peut-être mettre en avant certains points de vigilance qui peuvent nous être, ces points de vigilance qui peuvent être communs à la fois aux régions, aux conseils régionaux, aux partenaires sociaux et à l'État. Alors, pour ce qui concerne le Conseil, d'abord son champ, depuis 2009, formation tout au long de la vie, ça veut dire formation initiale. Et comme je le disais, c'est important de dire que dans le champ du Conseil, on a aussi la formation initiale sous statut scolaire, mais professionnelle. Ce qui nous permet d'avoir, par exemple, sur les comptes, d'avoir une vision un peu d'ensemble.
on a à la fois la formation initiale sous statut scolaire, la formation initiale apprentie, et puis, bien sûr, les formations de demandeurs d'emploi, qu'ils soient jeunes ou adultes, mais bien évidemment, la formation des salariés, qui est quand même le morceau le plus important, j'allais dire, en termes financiers en tout cas. Donc on a une première mission dans ce champ, formation initiale, formation continue, donc formation tout au long de la vie. On a une première mission qui est une mission de consultation sur les textes. Alors sur les textes de loi, par exemple, on a eu le texte sur la refondation de l'école, là le dite loi Péon. On a aussi eu, mais là c'était au mois de mars, le projet de loi sur la décentralisation. Le projet de loi n'était pas encore scindé en 3 volets. Donc on a eu une vision d'ensemble. On a eu aussi à donner un avis sur la transposition de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, puisqu'il y a eu un accord national interprofessionnel en janvier. Et donc la loi a transposé cet accord national interprofessionnel. Le législateur a pris en compte cet accord. Et donc on a eu à statuer, comme peut-être on l'aura très prochainement, puisque la date limite pour le futur accord national interprofessionnel étant fixée au 12 décembre, nous aurons certainement à travailler sur un projet de loi dès le début du mois de janvier. On a eu aussi, par exemple, à travailler sur la réforme des retraites, puisque dans la réforme des retraites, il y a 2 aspects des choses qui touchent la formation. C'est le premier aspect, c'est pouvoir prendre en compte la durée des jeunes qui sont en apprentissage, mais aussi, et ça c'est nouveau, la durée de stage de formation professionnelle pour les jeunes qui suivent ces stages et qui rentrent en compte dans la prise en compte des trimestres pour la retraite. Deuxième aspect des choses aussi, on a eu à donner un avis sur le compte pénibilité, puisque ça c'est vraiment un peu l'objectif phare de cette réforme des retraites, c'est pouvoir la moduler en fonction de la pénibilité de l'emploi. Et en fonction de la pénibilité de l'emploi, un certain nombre de personnes pourront droit à avoir soit des trimestres en plus au niveau de la retraite, soit se dire, puisqu'on est dans la formation tout au long de la vie, eh bien j'arrête de travailler, je me remets en formation pendant quelques mois, ou voire 1 ou 2 ans, et grâce aux points que j'ai accumulés dans mon expérience professionnelle et dans mon compte de pénibilité. Donc il y aura un lien entre le compte de pénibilité et le futur compte personnel de formation dont je parlerai tout à l'heure. Donc des premières missions de consultation. Seconde mission, c'est une mission de concertation. Alors on a évidemment eu à travailler sur le compte individuel de formation, qui est devenu le compte personnel de formation. Donc on a travaillé avec les régions, avec les partenaires sociaux et avec l'État sur un certain nombre de principes, et ces principes ont été repris dans le compte personnel de formation. On a travaillé avec le réseau des CARIFOREF. Réseau des CARIFOREF, et du reste, j'ai remercié le conseil régional, mais je souhaitais aussi remercier Myriam Singré et la GEFMA. Mais on a travaillé pour l'organisation de ces assises, ces premières assises, mais on a pu travailler aussi donc avec l'ensemble du réseau des CARIF-OREF, et là c'est plutôt le domaine OREF, sur les questions de mutation économique. Et on a rendu un rapport il y a 2 mois maintenant. On a en cours un travail qui va vous intéresser, je pense, puisque l'un des axes de votre CPRDFP évoque le sujet, donc la lutte contre la prévention et la lutte contre l'illettrisme. Je sais que ça va être aussi une intervention de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme dans un atelier. Donc on a travaillé avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme à la demande de Vincent Payon et de Michel Sapin pour dresser les orientations nationales à l'avenir, c'est-à-dire à partir de 2014, sur tout ce qui est fait en matière de prévention et de lutte contre l'illettrisme. J'appuie sur le domaine, sur le côté prévention,
parce que je pense que ce sera une des priorités en matière d'orientation nationale, c'est de renforcer tout ce qui est fait en matière de prévention. Je vois effectivement, on a procédé à un certain nombre d'auditions, dont les auditions du RSMA, et je pense que toutes ces auditions ont permis d'enrichir le travail du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et de déterminer ses orientations. On va aussi se fixer des objectifs, et notamment un objectif de réduction encore du taux d'illettrisme de 2% à horizon 2018. Pourquoi horizon 2018 ? Parce que effectivement, les enquêtes faites se font tous les 7 ans. Donc un travail un peu d'audition, de collaboration, prise en compte aussi de tout ce qui est fait pour les salariés en situation d'illettrisme et tout ce qu'on peut faire aussi en matière de prévention et de sensibilisation des OPCA, des conseillers des OPCA, pour qu'on ait une approche un peu globale. Donc, dernière mission qui va nous être donnée, c'est une mission sur la transition écologique. J'en reparlerai tout à l'heure, puisqu'on a vu par exemple tout à l'heure aussi qu'il y avait dans l'exposé de Monsieur Parra, je crois, que notamment les possibilités en matière de développement durable et d'emploi en matière de développement durable seraient vraiment à creuser en région Martinique. Donc, transition écologique, donc, qui nous a été confiée par quatre ministres maintenant. Donc, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre en charge de la formation professionnelle, la ministre en charge de l'enseignement supérieur et le ministre de l'Environnement. Donc, on a comme ça aussi, on est une instance de concertation. Et dernière et troisième grande mission, tout ce qu'on peut faire en matière d'évaluation de compte. Donc, on a le suivi et l'évaluation des CPRDFP. On a du reste organisé à Marseille, il y a une quinzaine de jours, un atelier qui a permis à 24 des 26 régions françaises, dont la vôtre, de pouvoir échanger, puisque là, on est plutôt sur un système d'échange, où on en est sur les questions de suivi et d'évaluation des CPRDFP. On a aussi, sur les missions d'évaluation, à rendre un bilan, et un bilan triennal, des OPCA, qui devrait se faire donc pour la fin de 2014. Alors, maintenant, ces missions devraient s'ouvrir. Comme vous le soulignez, Monsieur le Vice-président, il y a effectivement ce parallélisme des formes, puisque au niveau national, nous devrions avoir bientôt un Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle, de formation et de l'orientation professionnelle. Donc, ce qu'on appellerait un CNEFOP, comme il pourrait y avoir un CCRE-FP, voire un CPRD-OFP. Donc, ouverture à l'emploi. Alors, c'est vrai que, c'est pas trop compliqué. À ce stade, je pense que ce sera peut-être plus compliqué au niveau régional, puisqu'il s'agit de politique nationale de l'emploi. Cela étant, je pense que la coordination au niveau régional me paraît aussi importante qu'au niveau national. Donc, prise en compte, en fait, du notamment par la prise en compte de ce qui est fait par le Conseil national de l'emploi actuel, donc qui est plutôt sur la première mission, donc qui est plutôt une mission de consultation sur les textes. Donc on sera plutôt sur cet aspect-là, sachant que dans l'évolution du CNFPT-LV vers le Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, il faudra quand même se poser les questions qui sont les nôtres en matière de formation professionnelle, se poser les mêmes un peu en matière d'emploi, c'est-à-dire quel suivi, quelle évaluation en matière de politique de l'emploi. Et donc ouvrir la mission de consultation a plus aussi une mission d'évaluation. L'orientation, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que vous allez le traiter dans l'atelier numéro 2. Donc, puisque ça va être quand même en très grande partie régionalisé, donc il y a l'expérimentation sur 8 régions.
Alors maintenant, il faut se poser la question, et je pense qu'on va se poser la question aussi avec mon collègue Julien Verrier qui est ici dans la salle. Quel back-office, qu'est-ce qu'on a besoin de garder encore au niveau national, hein? Quels sont les besoins en matière d'orientation? Qu'est-ce qu'il faut qu'on garde au niveau national? Alors, pour ce qui nous concerne sur le CNFPTLV, on a d'ores et déjà commencé à travailler, mais sur des aspects financiers, hein. Comment on peut dire, et c'est très compliqué, vu le nombre d'acteurs, mais j'y reviendrai tout à l'heure, de savoir qui dépense quoi dans le domaine de l'orientation. Donc on essaie d'ores et déjà quand même d'avoir une vision un peu d'ensemble sur les dépenses publiques en matière d'orientation. On a aussi des comparaisons au niveau européen. On fait partie d'un groupe lié à la Commission européenne sur ces questions-là. Donc je pense que effectivement, on arrive d'ores et déjà quand même à voir quelles peuvent être les valeurs partagées dans le domaine de l'orientation par l'ensemble des services publics régionaux d'orientation. Bon, on a de grands thèmes comme l'universalité, l'égalité, mais aussi la proximité d'accès, ce qui est important pour nous dans la mesure où, effectivement, je le disais, on a un grand nombre d'acteurs dans le secteur, et ces grands nombres d'acteurs dans le secteur, ça peut être tout aussi bien telle ou telle antenne d'une mission locale, mais aussi un CIBC, donc un centre de bilan de compétences, une maison de l'emploi. C'est vrai que le modèle, et vous le connaissez, ici en Martinique, le modèle le plus approprié, c'est évidemment la Cité des métiers, puisque là, on embrasse un peu l'ensemble de la formation tout au long de la vie. Et on retrouve les différentes institutions. On retrouve Pôle emploi, on retrouve les CIO, on retrouve tous les intervenants du domaine de l'orientation. Et donc, effectivement, c'est un peu l'idéal d'avoir ce type de structure. Cela étant, on ne l'aura pas sur l'ensemble du territoire. Et donc, il est important quand même que cette notion de proximité soit une notion de proximité qui soit un objectif de ce nouveau service public régional de l'orientation. Alors après, plutôt sur ce qu'on peut appeler l'accompagnement, donc évidemment la neutralité, l'objectivité, le respect de la personne, donc qui seraient des valeurs que partagerait un peu l'ensemble des structures qui interviennent dans son domaine. Après, évidemment, le conseil régional va fédérer les acteurs et fédérer les actions avec différents objectifs. Bon, faire connaître les métiers, construire des parcours. Ce cas, c'est vrai que on était plutôt dans une approche très sectorisée, par petits morceaux, en fonction du statut des jeunes ou des moins jeunes. On est maintenant quand même plutôt sur la construction de parcours. Et puis, bien évidemment, sur quels besoins et sur quelle évolution de métier. Et là, c'est effectivement le travail qui est fait au niveau de la région et de l'État, et bien sûr des OREF, le côté OREF, des carifs OREF, pour savoir un peu quelles sont ces évolutions. Et bien sûr, à prendre en compte dans le côté orientation. Alors, en filigrane sur le côté orientation, quels sont les enjeux? Je pense que ça, c'est vraiment une notion qui est partagée à la fois par les acteurs de la formation initiale, mais aussi par les salariés, et donc les OPCA et les salariés. L'enjeu, c'est aussi l'acquisition d'une qualification et d'une première qualification pour tous. Et donner, bien sûr, là c'est plutôt la règle, et donner à chacun la possibilité effectivement de faire ses choix et de bénéficier après d'une insertion sociale et professionnelle. Alors, ceci étant dit, donc ça c'est plutôt sur l'ouverture à l'emploi et à l'orientation, qui sera vraiment
dans les prochains temps, un enjeu pour nous tous, ici, rassemblés. Alors, je vais reprendre maintenant plutôt les enjeux vus par les trois types d'acteurs. Alors, je prendrai d'abord l'État. Donc, les objectifs, les enjeux pour l'État. À ce stade, c'est quand même, on en parle beaucoup, c'est quand même infléchir la courbe du chômage. Alors, sur l'inflexion de la courbe du chômage, on a deux leviers. On a l'emploi marchand, on en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement, l'emploi marchand est quand même lié à la croissance. Et donc, elle est plutôt en berne au troisième trimestre, mais on annonce une reprise. On voit qu'ici, en Martinique, c'est un peu mieux qu'au niveau national et métropolitain. Donc, mais certes, le niveau de croissance, pour avoir des créations d'emplois dans le domaine marchand, il faudra que le rythme soit évidemment plus soutenu. Donc, deuxième levier, l'emploi non marchand. Alors, on a parlé aussi, les emplois aidés. 390 000 emplois aidés qui étaient programmés en 2013. En fait, en réalisation, en fin d'année, on sera à 540 000. Donc, il y aura beaucoup plus encore d'emplois aidés. Les emplois d'avenir, donc l'objectif des 100 000 emplois d'avenir devrait être atteint. Avec, là, ce qui est intéressant quand même, donc c'est 100 000 en 2013 et 100 000 en 2014. Donc ça va se cumuler, puisque ces emplois sont sur 3 ans. Donc il y aura un cumul et donc encore une opportunité pour l'année 2014, sachant que là aussi, bon, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y avait peut-être, je sais plus, le représentant du SGAR ou l'USGAR, un petit souci sur les emplois d'avenir. Ici, je pense qu'il y a la question de la concentration et la concentration sur les besoins, les secteurs qu'on évoquait, et en particulier chez vous, tout ce qui est développement durable, mais tout ce qui est tourisme, puisque là aussi, c'est un des secteurs prioritaires. Il doit y avoir un lien entre les emplois d'avenir et les secteurs qui ont des besoins. Et surtout, effectivement, c'est quand même des emplois sur 3 ans. Donc avec tout un travail pour d'abord de formation, qui est en général pris en compte par les régions, et donc qui peut aboutir évidemment à une meilleure insertion. Et puis quand même aussi à une rémunération par rapport aux jeunes, au SMIG. D'ailleurs, on peut même dire que quelquefois il y a un effet de concurrence, notamment vis-à-vis de ce qui est fait en apprentissage. Puisque, bon, comme l'effort en matière de formation de ces jeunes en plein avenir est des fois très important, et donc il peut aller jusqu'à un quart, voire un tiers de temps en formation, ce qui se rapproche quand même, et s'il est qualifiant, ce qui se rapproche quand même beaucoup de la formation, et de la formation d'apprentissage. Et ce que j'entends, c'est que, par exemple, pour certains CFA, qui font des formations d'emploi d'avenir, c'est un peu compliqué d'avoir des jeunes qui sont payés soit au quart ou au tiers du SMIG, et les autres en apprentissage, et les autres qui sont en emploi d'avenir sur un SMIG entier. Donc on a vraiment aussi à veiller, je pense effectivement concentration sur des secteurs en besoin, et puis éviter ce type de concurrence. Deuxième enjeu pour l'État, c'est prévenir le décrochage scolaire. Alors, selon les interlocuteurs, selon les orateurs, voire les personnes qui sont interviewées à la télé, on est entre 100 000 et 160 000. Bon. Après, je pense qu'il y a plusieurs aspects des choses, effectivement, pour prévenir le décrochage scolaire. On a parlé du service public régional de l'orientation, effectivement, qui soit plus opérationnel, plus proche,
et puis que les personnes puissent avoir effectivement une information sur les besoins économiques et les possibilités de déboucher. Et donc, le décrochage scolaire aussi, je pense que c'est souvent le cas quand on décroche, par exemple pour des jeunes qui ont été orientés après la troisième sur un tel ou tel lycée professionnel qui n'était pas leur choix. Il y a souvent un décrochage. Il y a toutes les actions aussi sur le décrochage qui sont menées par l'ex-MGI, par l'ex-Mission Générale d'Insertion, qui s'appelle maintenant le réseau Focal. Vous connaissez bien sûr aussi certainement, puisque je sais qu'il y a des gens, des CFA, des missions locales, de l'Éducation nationale, du rectorat, les plateformes qui sont mises en place, enfin tout ça pour éviter avec le réseau Focal, mais aussi les CFA, mais aussi les missions locales, et donc pour éviter effectivement et prévenir ce décrochage scolaire, et puis pouvoir donner des possibilités à ces jeunes décrocheurs. Et puis dernier aspect des choses, là c'est pas de la prévention, mais c'est plutôt effectivement donner quand même une seconde chance aux gens qui n'ont pas eu une formation initiale, qui n'ont pas eu la chance d'avoir une formation initiale et pouvoir mettre en place la formation initiale différée, notamment maintenant avec le compte personnel de formation. Troisième enjeu pour l'État, c'est former les demandeurs d'emploi. La personne de Pôle emploi qui vient de terminer son intervention sur cette question-là. J'ai entendu que tout demandeur d'emploi confondu, il y a une petite baisse de 1%, mais une hausse de 5% sur les formations de demandeurs d'emploi initiées par Pôle emploi. Je pense que là aussi, qu'il y a un réel enjeu. On était à 566 000 demandeurs d'emploi de formés en 2011. On est maintenant, on a baissé c'était en 2010, et on a baissé de 4,5% en 2011. On n'a pas les chiffres de 2012, enfin je ne les ai pas. Mais donc une baisse de 4,5%, ce qui pose un peu question. On peut, grosso modo, sur la formation des demandeurs d'emploi, vous avez 2 tiers qui sont financés par les régions, 1 tiers par Pôle emploi. Si donc vous avez les régions 2 tiers et le tiers Pôle emploi, c'est quand même aussi un financement qui vient in fine des partenaires sociaux. Donc le financement Pôle emploi est partenaires sociaux, mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'il y a de grosses différences entre les régions. Puisque au niveau du CNFPT-LV, donc on a une base de données par région, donc qui est consultable sur le site, et on peut faire des comparaisons. On peut dire par exemple, un peu bizarre, le Limousin, la totalité des formations des demandeurs d'emploi est prise en compte par le Conseil régional. Il n'y en a pas du tout du côté de Pôle emploi. Après tout s'explique, pourquoi, l'histoire, etc. Ou Champagne-Ardenne, où c'est moitié-moitié. Mais globalement, c'est 2 tiers, 1 tiers. Ça permet aussi, cette base de données, alors c'est pas pour faire de la pub pour mon conseil, mais ça permet quand même de pouvoir faire des comparaisons entre régions, et pour que chacun puisse se situer. Je pense qu'on a encore aussi, sur ces questions de régionalisation des comptes, à pouvoir obtenir aussi des OPCA. Donc sur tout ce qui est fait sur la formation des salariés, qu'est-ce qui est fait par région? Parce que si on va se mettre autour d'une table très prochainement, parce que donc les différentes instances vont être ouvertes aux partenaires sociaux, il faut qu'on puisse avoir une vision un peu régionale de ce qui est fait par les 3 acteurs. L'État, la région, mais aussi les partenaires sociaux. Pour finir sur la question des demandeurs d'emploi et sur cet enjeu pour l'État, on a bien vu aussi l'opération 30 000 demandeurs d'emploi qui a été initiée par l'État pour essayer effectivement de faire ce rattrapage pour que effectivement plus de demandeurs d'emploi aient accès à la formation. Et ce rattrapage se fait petit à petit. Et grâce à cette opération, mais il y en a 30 000 de plus. C'est quand même aussi beaucoup
grâce à un effort supplémentaire des régions sur ce côté-là. Sachant que, maintenant justement, passons aux régions. Alors je parle bien sûr sous le couvert des représentants des conseils régionaux, et du conseil régional en particulier de la Martinique. Mais je pense, ce sont des enjeux qu'on retrouve un peu partout. D'abord l'enjeu de la décentralisation, on en parlait. Alors la décentralisation, le volet 2 c'est la décentralisation, qui devrait en fait être vraiment peut-être mise en œuvre plutôt, à mon avis, à l'automne 2014, puisque le volet 1 est encore en discussion. Le volet 2, il y a les échéances politiques. Je pense que le volet 2 sur la régionalisation sera plutôt automne 2014. Ceci étant dit, en termes de contenu, c'est encore réaffirmer la décentralisation pleine et entière, ce coup-là, quand même, de la formation professionnelle, voire de l'orientation. Je dis voire de l'orientation parce qu'il reste quand même les CIO, les centres d'information et d'orientation, qui ne seront pas décentralisés. Cela étant, ça ne les empêchera pas de travailler au service public régional de l'orientation. Et donc, pleine et entière, avec la région qui pilotera le service public régional de la formation, le service public régional de l'orientation. Avec, bien sûr, maintenant la prise en compte de publics, ce qu'on disait, des publics dits spécifiques, les détenus, les handicapés, mais aussi, par exemple, les actions menées en faveur de la lutte et de la lutte contre l'illettrisme que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc des publics spécifiques, avec aussi, je crois que le vice-président l'a évoqué tout à l'heure, la formation des demandeurs d'emploi. Formation des demandeurs d'emploi qui pourrait passer effectivement par des achats communs, des cahiers des charges communs, voire des achats communs de formation par le conseil régional et par Pôle emploi. Des accords avec les OPCA, je crois qu'aussi il a cité un accord avec un OPCA, Opcalia, de manière à avoir là aussi une vision un peu plus large, puisque effectivement il y a tout ce qui est fait par les OPCA, voire par les FONGECIF aussi, sachant que effectivement tout ce qui va être fait en matière d'individualisation, il y a au niveau des FONGECIF un savoir-faire qu'il faudra évidemment prendre en compte. Avec le compte personnel de formation, on devrait aussi d'avoir l'accompagnement à l'évolution professionnelle, le conseil en évolution professionnelle, et que là aussi, il sera nécessaire qu'il y ait un travail conjoint entre les partenaires sociaux et les conseils régionaux. Donc, à travers des accords OPCA, FONGECIF. Mais alors, les questions qui restent ouvertes par rapport à cet enjeu de décentralisation, ce sont les financements. C'est vrai qu'il y a la question des dotations, voire la baisse des dotations. Comment va évoluer aussi la formation des salariés? À ce stade, quand même, la formation des salariés est financée sur des pourcentages de la masse salariale. Alors peut-être que ça va évoluer, mais à ce stade, c'est le cas. Et donc, la masse salariale, compte tenu de la crise, elle n'augmente pas. Donc, il reste quand même des questions importantes sur le financement de la décentralisation. Deuxième enjeu par rapport aux régions, c'est par exemple le développement. On est un peu entre le développement de l'apprentissage et son financement, on est encore un peu en lien avec le financement, mais aussi évidemment, puisque on est en lien avec le financement, puisque la taxe d'apprentissage est fondée est assise sur la masse salariale. Et on a la même question que par rapport à la formation des salariés. Il y a un parallélisme. Et donc là, sur le financement de la taxe d'apprentissage, vous avez aussi deux sous-questions. D'abord, la part de la taxe d'apprentissage qui va à l'apprentissage, donc le quota. Alors, il est prévu dans la future loi
dont je parlais tout à l'heure sur la réforme de la formation professionnelle. On devrait même examiner lundi, donc le 13 décembre, le Conseil national devrait examiner la brique, le volet. Là, on est plutôt sur des métaphores du bâtiment, le volet, la brique, mais apprentissage. Donc, on devrait donc très très rapidement savoir effectivement comment va évoluer le quota. Mais ça va être une question importante pour les régions. Le Conseil régional est dans la mesure où le quota, il va directement en CFA et que les CFA, en fait, sont financés évidemment par les régions, mais le financement de la région vient en complément des autres financements. Donc, si ce quota évolue, ça va effectivement avoir un impact sur les dotations, enfin sur les subventions données au centre de formation d'apprentis. Après se pose toujours sur le développement de l'apprentissage, la question de la prime aux employeurs d'apprentis. Donc chaque région en fait pouvait moduler, puisque c'était une dotation d'État, pouvait moduler en fonction de ses priorités. Alors priorité au premier niveau de qualification, priorité à l'égalité des chances. Enfin chaque région pouvait le moduler. On ne sait pas trop ce que ça va devenir. Et puis c'était quand même une dotation assez importante. Donc et en plus les dotations sont des recettes pour les conseils régionaux. Et comme les recettes des conseils régionaux, comme de toutes les collectivités territoriales, sont non affectées, eh bien, les conseils régionaux pouvaient effectivement, en prendre une part, par exemple, pour le fonctionnement des CFA, améliorer ou une démarche qualité ou ce genre de choses. De toute façon, il n'y a pas eu d'évaluation du caractère incitatif de cette prime. Alors j'ai vu aussi que la Martinique mettait en place une prime pour les contrats de professionnalisation. Je pense qu'il faut toujours se poser la question, peut-être que c'est un réflexe du Conseil national de la formation tout au long de la vie, mais de l'évaluation, se dire, est-ce qu'on met en place tel dispositif, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Comment on peut l'améliorer ? Je terminerai sur le développement de l'apprentissage, sur un travail commun quand même entre les CIO, les missions locales, les chambres consulaires, Pôle emploi, et là aussi la Cité des métiers. Mais je pense qu'il faut être un peu imaginatif et pouvoir imaginer des complémentarités entre formation initiale scolaire et formation initiale sous statut d'apprenti. D'abord, pour les régions, ça peut faire des économies de moyens. Je parlais de parcours, on peut très bien imaginer le parcours mixte. C'est-à-dire, il y a pas mal, par exemple, maintenant de BTS qui se font première année sous statut scolaire, deuxième année, les élèves ont le choix entre rester élève et devenir apprenti. Je pense que sur le bac pro, là aussi, le bac pro qui est sur 3 ans maintenant, on peut imaginer des classes de seconde qui sont sous statut scolaire et donner la possibilité, quand les élèves peuvent devenir apprentis en première et en terminale, donc essayer de pouvoir avoir des parcours mixtes qui permettent aussi des économies d'échelle, ne serait-ce que entre la complémentarité entre les CFA et les lycées, et de pouvoir ouvrir les établissements aux formations à l'alternance, et donc aussi à la pédagogie de l'alternance, sachant que, évidemment, quand on est, proviseur de lycée, plutôt chef de travaux, et qu'on a la possibilité de travailler avec les entreprises dans la perspective de contrat d'apprentissage, on peut aussi travailler avec les entreprises pour les périodes de stage, parce que je vous rappelle qu'en bac pro, il y a 24 semaines de stage, 24 semaines de stage sur 3 ans, il faut trouver l'entreprise, bien des jeunes ne trouvent pas, et donc se retrouvent à demander des dérogations pour ne pas faire leur période de stage en formation professionnelle, en entreprise plutôt. Je pense que là aussi, il y a tout un travail à faire avec les Greta, parce qu'il y aura aussi, bien sûr, la prise en compte de la formation initiale différée.
Je terminerai par les partenaires sociaux, puisque je sais que je n'ai plus que 5 minutes. Les partenaires sociaux, alors, simplement, il y a l'ANI, quand même, l'accord national interprofessionnel, donc de janvier, je l'ai déjà dit, mais pour eux, je pense que la décentralisation, donc c'est un enjeu pour les conseils régionaux, la décentralisation n'est pas vraiment un enjeu. Pourquoi? Parce que il y a la question de l'organisation au niveau régional, il y a les CCRFP, mais il y a aussi la COPIR. Il y a la question de l'organisation elle-même. Je parle des partenaires sociaux, notamment des organisations syndicales qui ne sont pas toujours structurées au niveau régional. Et puis, surtout, qu'ils ne sont pas forcément non plus, il y en a même peu, qui sont signataires des CPRDFP, hein, très peu. Ils sont associés et tout, mais ils ne sont pas forcément signataires. Et par contre, je veux dire que la négociation, pour les partenaires sociaux, la négociation est du registre national. Hein. On négocie au niveau national entre partenaires sociaux. Donc la décentralisation n'est pas un enjeu. Je voulais me mettre un peu en avant. Alors, le premier enjeu, c'est quand même maîtriser et garder les financements pour la formation des salariés. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre maintenant de transferts des financements de la formation des salariés vers les demandeurs d'emploi. Il faut savoir que quand même, le constat, c'est qu'il y a 25%, un quart des salariés qui n'ont pas le CAP, donc qui n'ont pas un premier niveau de qualification. Donc je pense que l'effort de formation, parce qu'on parlait là de premier niveau de qualification tout à l'heure, il faut pouvoir effectivement garder un volant financier important pour pouvoir effectivement rester, pour avoir une formation des salariés qui est quantitativement mais aussi qualitativement permettent d'acquérir un premier niveau de qualification. Deuxième enjeu pour les partenaires sociaux, d'ailleurs c'est plutôt, on va en reparler demain après-midi au niveau de la table ronde, c'est la mise en place du compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle, puisque là, effectivement, le compte personnel de formation, c'est un outil de sécurisation des parcours, c'est un outil universel prenant en compte les statuts à chaque étape de la vie professionnelle. C'est pas un nouveau dispositif, c'est une articulation de plusieurs dispositifs, mais je pense que même si l'accord national n'aboutit pas le 12 décembre, sa mise en œuvre, qu'elle soit dans l'accord national ou dans la loi, devra être faite. Alors maintenant, il reste des questions importantes sur le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle. C'est qui finance quoi, comment, qui gère, hein, qui va gérer si chaque salarié, chaque demandeur d'emploi, tout au long de sa vie, a un compte personnel de formation. Ça va être très compliqué à gérer, puisque d'abord il y a des financements qui arrivent un peu selon son statut, les financements sont différents. Mais et surtout, comment j'ai entendu des députés à l'Assemblée nationale lors d'une audition à l'Assemblée nationale dire bon, il faut que ce soit comme une carte vitale, comme une carte de sécurité sociale. Ça va être un peu compliqué à mettre en œuvre. Donc ça, c'est évidemment le dernier enjeu pour les partenaires sociaux. Alors, je pense que globalement, les points de vigilance, bon, sur la réforme de la formation professionnelle, je pense qu'effectivement, il y a la formation des demandeurs d'emploi, le lien sur l'achat de formation avec Pôle emploi, le financement de l'apprentissage, tout ça, c'est son point de vigilance sur la réforme de la formation professionnelle, sur la décentralisation, la mise en œuvre du service public régional de l'orientation, et puis le lien à faire entre formation des demandeurs d'emploi et formation des salariés. Pour les partenaires sociaux, je pense que vraiment, ça va être un enjeu très important, c'est l'ouverture des comités de coordination le plus possible
aux partenaires sociaux, que par ailleurs les CPRD ou AFP puissent être aussi signés par les partenaires sociaux, puisque là on est toujours sur la logique de formation tout au long de la vie. Troisième point de vigilance, le lien avec les entreprises. Je parlais des liens avec les entreprises là dans les lycées, mais je pense qu'il y a la question des mutations économiques aussi à prendre en compte, le lien entre développement économique, et ça, si vous avez effectivement au niveau de la Martinique la possibilité de faire ce lien-là, et je crois que c'est ce que j'ai entendu ce matin, entre développement économique et formation, ça je pense que voire aussi une question importante qui est la création et la reprise d'entreprise. Et peut-être autant la reprise que la création. Parce que, bon, on voit que sur le côté artisanat, un grand nombre d'entreprises vont être à reprendre dans les années qui viennent. Et on peut très bien imaginer, par exemple, des scénarios, des scénarii, où on peut prendre des jeunes en apprentissage, où ils peuvent faire des jeunes en apprentissage dans l'entreprise à reprendre, où ils peuvent faire des doubles qualifications, une qualification métier. Je ne sais pas si c'est une entreprise de fleurs, c'est donc un CAP de fleuriste, mais à côté, et j'ai vu des expériences dans ce domaine, que ces mêmes jeunes fassent un certificat professionnel d'entrepreneuriat du CNAM, voire que ces jeunes-là viennent des décrocheurs universitaires. C'est une question qu'on n'a pas traitée, mais qui est aussi une question, puisque près de la moitié des jeunes qui commencent une licence ne vont pas jusqu'à la licence. Je terminerai par, alors ça m'amuse toujours, les C, puisque souvent on dit qu'effectivement il faut qu'il y ait une mutation de la formation professionnelle et passer de 3C qui était concurrence. Alors concurrence entre voies de formation, je parlais formation initiale, apprentissage, lycée. Le deuxième c'est cloisonnement des acteurs, chacun ayant son petit précaré. Corporatisme, voire corporatisme, puisque par exemple on peut dire que sur certaines branches professionnelles, peut-être qu'il y a un peu de corporatisme. Je ne citerai pas de nom, mais donc on était à ces 3 C et qu'on passe à 3 autres C qui sont la cohérence du système. On voit bien, par exemple, les contrats de plan. On voit même le modèle du contrat de plan qui sert aussi de plan à ces assises, puisqu'on retrouve les différents axes du contrat de plan dans les différents ateliers. Donc, donner un peu une cohérence d'ensemble. Donc, le deuxième C, c'est le C de cohérence. Troisième C, tout ce qu'on peut faire en matière de cohésion, parce que, bon, le but, l'ensemble, c'est évidemment la cohésion sociale et la cohésion économique qu'on a évoquée tout à l'heure. Je rajouterais peut-être un 4e C qui était le 4e C, je crois, du vice-président Romain, ce qui était le 4e C de consensuel. Alors ça, on peut l'espérer, c'est pas sûr, mais on peut l'espérer. Et donc, moi, je dirais que, en fait, tout ça pour effectivement donner un peu, à l'expression de Jacques Delors, formation tout au long de la vie, que ça prenne un peu son sens et tout son sens, alors pleinement, mais aussi très concrètement, puisque là, on est un peu dans le domaine concret, puisque on va voir toutes les expériences menées au cours des ateliers, et que cette expression, effectivement, prenne ce sens concret, avec la possibilité pour chacun de pouvoir travailler de manière un peu transversale entre la formation initiale, la formation continue, la formation des salariés, la formation des demandeurs d'emploi, et qu'on puisse avoir effectivement une vision un peu plus transversale qu'elle ne l'est pour le moment. Merci de votre attention. Je pense que j'ai pas beaucoup, un petit peu, dépassé l'horaire pour que vous puissiez éventuellement, le cas échéant, poser des questions.